Alors, on était dans l'électromagnétisme et on va y rester. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Ah oui, on a fait les équations de Maxwell stationnaires et on a vu les conducteurs, effectivement, les conducteurs à l'équilibre avec l'effet de pointe, la répartition des charges à la surface d'un conducteur. Et on a vu qu'un conducteur était toujours équipotentiel. On va faire un petit peu de... Alors aujourd'hui, je voudrais faire les dipôles, au moins les dipôles électrostatiques, l'énergie électrostatique, l'énergie associée au champ électrostatique. Et puis, il faut qu'on fasse un peu de champ magnétique aussi. Je me suis aperçu qu'on n'avait pas vraiment commenté la force de Lorentz. F, alors Q, bon, quand il y a un champ E, je vais le mettre, mais un exercice super classique dont il faut connaître le résultat par ailleurs, c'est le cas d'une charge ponctuelle dans un champ magnétique constant, enfin uniforme, constant et uniforme, B. Si vous avez une charge avec une certaine vitesse V, quel est son mouvement? Donc, si vous voulez, ça c'est un exercice qui n'est pas dans les feuilles, mais on va commencer par ça. Donc, exercice, caractériser le mouvement d'une charge ponctuelle dans un champ magnétique uniforme. D'ailleurs, on n'avait pas forcément fait le cas d'une charge ponctuelle dans un champ électrique uniforme. Bon, on va faire les deux, tiens. Allez. Puis, alors, on va commencer par le champ magnétique ou électrique uniforme. Allez, champ électrique uniforme. Commençons par ça. Donc, petit a, champ électrique, petit b, champ magnétique. Alors, champ électrique uniforme, donc E égale constante, dans le temps, parce qu'on est en statique de toute façon, mais là, dans l'espace aussi, c'est ça qu'on entend par uniforme. Bon, bah, c'est simple, hein, il s'exerce, donc ça c'est s'il n'y a pas de champ B. Il s'exerce sur cette charge une force F égale QE, E égale constante, il s'exerce donc une force constante, et donc on a M dV sur dt égale QE égale constante, donc on a V, voilà, donc, enfin, si vous voulez, dV sur dt égale QE sur M, et donc V égale V0, la vitesse initiale, plus QE sur M T. D'accord? Plus le temps passe, plus la vitesse de la particule augmente, simplement parce qu'elle est soumise à une force constante, c'est-à-dire qu'elle a une accélération constante. Donc si elle démarre à vitesse nulle, exemple de condition initiale, V0 qui est la vitesse t égale 0 égale 0, dans ce cas, on a V qui vaut QE T sur M. Et alors on peut écrire la conservation de l'énergie pour cette équation. Donc la force QE, la force de Coulomb, dérive d'un potentiel. Hein. Vous vous rappelez, l'énergie potentielle associée à la force de Coulomb, c'est Q fois V, puisque E égale moins gradient de V. Ça, c'est des rappels. Hein. E égale moins gradient de V, V étant le potentiel électrostatique. Par conséquent, la force de Coulomb, qui est QE, est moins gradient de QV, où QV fait donc office d'énergie potentielle, parce que la force dérive, quand une force dérive d'une énergie potentielle, c'est F égale moins gradient de EP. Donc l'énergie potentielle associée à la force de Coulomb, c'est simplement Q fois le potentiel électrostatique. Potentiel électrostatique qui, lui, n'est pas uniforme, bien sûr. Hein, son gradient est uniforme, mais donc V
évolue dans l'espace. Alors, est-ce qu'on peut écrire plus précisément, enfin, disons, supposons qu'on parte, alors on va se mettre dans une configuration. Vous pouvez appuyer sur le bouton enregistrer ou pas? Ah oui. Si, ouais. Oui, alors si le champ V, si le champ E est constant, comment sont les équipotentiels? On va écrire E dans cette direction-là, peu importe. Je prends la direction X dans la direction du champ. Que sont les équipotentiels? Ce sont effectivement les plans perpendiculaires au champ, hein, puisque les lignes de champ sont toujours perpendiculaires aux équipotentiels. Alors, supposons que je parte de x égale 0, par exemple, et que je regarde à l'instant t la particule étant x de t. Donnez-moi x de t et donnez-moi v de t. Bon, on l'a en fait. V de t, ça va être QE sur M t UX. Et x de t, eh bien c'est simplement, si on part en x égale 0, 1,5 à t égale 0, 1,5 de QE sur M T2, et c'est tout. Enfin, plus x0, plus prix égal à 0. D'accord? Donc c'est une particule uniformément accélérée, comme dans un champ de pesanteur, si vous voulez, c'est juste dans la direction de E. Vous notez ici qu'on a négligé le poids de la charge. Alors on fait ça de façon quasi universelle au point que je ne l'avais même pas précisé. Si vous comparez le poids d'un électron avec la force de Coulomb qui s'exerce sur un électron, même avec un champ extrêmement faible, si le champ est nul, évidemment, le poids domine. Mais enfin, mg pour un électron, c'est de l'ordre de, donc ça c'est 10-30, enfin 9, 10, 31, 10 moins 30, et j'ai, on va dire 10 dans les unités, ça en kilos et ça en mètres par seconde carré. Donc vous voyez, ça fait de l'ordre de 10 moins 29 newtons. Tandis que si vous avez une charge qui est de l'ordre, enfin pas qui est de l'ordre, la charge de l'électron c'est 1,6 10 moins 19 coulombs, d'accord, un électron ou un proton. Il faudrait un champ de 10 moins 10 volts par mètre pour que le poids ne soit pas négligeable. Donc, dès lors que vous avez un champ électrique qui n'est pas complètement ridicule, on peut oublier le poids. C'est une remarque, enfin une parenthèse. Ok, donc ce que je voulais vous montrer ici, c'est comment s'applique la conservation de l'énergie au cours du mouvement, parce qu'on a une force conservative. Le théorème de l'énergie cinétique nous dit que la variation de l'énergie cinétique entre un instant et un autre est égale à au travail des forces, effectivement, au travail de la force, c'est-à-dire moins la variation de l'énergie potentielle. Si vous préférez, D de EC plus EP, D de l'énergie mécanique totale, est égal à 0, puisqu'on a des forces conservatives. Alors, entre l'instant 0 et l'instant t, la variation d'énergie cinétique, c'est 1,5 de MV2. Et ça, c'est égal à moins la variation de l'énergie potentielle, c'est-à-dire Q, vous pouvez le calculer comme ça, au choix. Vous faites QE sur M scalaire dl. On va le faire des deux façons. Alors, le travail de la force, c'est donc la force qui est constante fois le déplacement. Donc, c'est QE fois x, fois x de t. D'accord? D'une part. Et par ailleurs, c'est égal à, évidemment, ça va être égal, hein, enfin, les deux expressions vont être identiques,
c'est égal à moins la variation de l'énergie potentielle, c'est-à-dire QV du départ moins QV de l'arrivée. Moins QV de l'arrivée, moins QV du départ. Donc QV du départ, donc QV de 0, moins Q, je ne sais pas si vous arrivez à voir là, moins QV de X. Et donc, vous voyez que 1,5 de MV2, c'est en fait Q fois la tension entre le départ et l'arrivée. Si on va de A à B. Donc vous pouvez accélérer une particule chargée par une différence de potentiel, c'est-à-dire par une tension. Si vous avez deux plaques métalliques, par exemple, que vous portez au potentiel V1, l'une et l'autre au potentiel V2, vous lâchez une charge quelque part, d'un côté ou de l'autre. Alors, si c'est un électron, elle va aller vers les potentiels croissants, puisqu'elle va dans le sens opposé du champ. Si c'est un proton, c'est une charge positive, ça va aller dans le sens des potentiels décroissants. Mais vous allez avoir globalement l'énergie cinétique atteinte va être égale à Q fois la tension, c'est-à-dire moins la variation de l'énergie potentielle. Donc c'est une technique classique pour accélérer des particules. Vous mettez une différence de potentiel, et puis les charges vont acquérir de l'énergie, exactement cette énergie-là, en dévalant le potentiel ou en remontant le potentiel, cette charge négative. Oui. Non, je disais, je crois qu'on s'en sert aussi si on met E perpendiculaire à V0. Alors, si on a un champ électrique comme ceci, en plus du champ, de ce champ-là, effectivement, les particules vont pouvoir être défléchies. Donc ça, c'est comme ça que fonctionnaient les tubes cathodiques. À l'époque où on avait des télévisions avec des tubes cathodiques, on accélérait les électrons par une différence de potentiel, puis on mettait une petite modulation d'un champ, alors, à 2D, et donc on pouvait envoyer les électrons ici, puis après on mettait une petite composante à droite, donc on balayait l'écran avec les électrons, et puis on reconstituait une image comme ça. Ça paraît un peu brutal, mais ça marchait très bien avant l'invention des écrans plus modernes. Donc effectivement, il y a tout un tas d'exercices qui sont basés là-dessus. Vous envoyez une particule, alors en général, il peut y avoir des exercices de 1000 façons différentes. Vous pouvez avoir d'abord un champ régulier comme ceci, où vous accélérez des particules, typiquement des électrons, que vous faites sortir ici du coup avec une vitesse initiale, qui est la vitesse acquise par la chute de potentiel. Et puis ici, il n'y a plus de champ le long de l'axe, mais justement vous mettez un champ orthogonal, et donc vous allez dévier les particules. Alors si le champ est vers le haut, ça dépend, si c'est des électrons, au contraire, quand le champ est vers le haut, les particules dévient par là, et puis quand le champ est vers le bas, il dévie par là, et vous pouvez calculer à quel endroit ça va. Vous démarrez avec une vitesse initiale, vous avez une force constante, c'est exactement l'expérience d'une particule, d'un corps que vous jetez dans un champ de pesanteur. Là, la force, ce n'est pas la force de pesanteur, c'est la force de Coulomb. Bon, qu'à cela ne tienne, mais le problème est extrêmement simple, donc vous avez une trajectoire parabolique, etc. OK ? Donc ça, c'est quelque chose de classique. Et vous voyez au passage, c'est ça que je voulais noter ici, mais ça découle simplement du fait que E égale moins gradient de V. Vous voyez que E, c'est V de 0 moins V de X sur X. D'accord ? Donc, si vous avez deux plaques comme ceci, on verra ça avec les condensateurs, une au potentiel V1, l'autre au potentiel V2, vous avez ici un champ E qui est donc, si on néglige les effets de bord, donc supposons que c'est infini. D'accord, c'est très grand ici, donc évidemment sur le bord, le champ il va faire des choses un peu différentes, mais
tant qu'on a la symétrie de translation le long des plaques ici, vous avez un champ qui est orthogonal. Et donc, la valeur du champ ici, c'est simplement V1 moins V2 divisé par l'espacement entre les plaques. E, en norme, c'est V1 moins V2 sur petit d. Enfin, c'est ce qu'on a trouvé là. Ça, c'est simplement parce que E, c'est moins gradient de V. Et ça, alors, ça vous permet de vous souvenir que donc ça, c'est des volts, et l'unité du champ électrique, c'est des volts par mètre. Bien. Bon, alors ça, c'était une chose qu'on aurait peut-être dû faire il y a longtemps. Voilà, une particule dans un champ électrique est accélérée avec une force uniforme. Enfin, si le champ est uniforme. Alors maintenant, pareil, mais avec un champ magnétique uniforme. Donc petit b, par rapport à l'exercice dont j'ai écrit l'énoncé tout à l'heure, petit b, petit b, donc dans un champ B uniforme, que se passe-t-il? Alors cette fois E égale 0, et donc la particule est soumise à la force QV vectorielle B, de sorte qu'on puisse écrire dV sur dt, enfin mdV sur dt égale la force, donc dV sur dt égale QV vectorielle B sur M. On peut encore écrire, vous serez d'accord avec ça, moins QB sur M vectorielle V. Alors ça, si vous avez bien assimilé le cours sur les... Ah non, il y a une petite chose qu'on va dire avant. Non relativiste. Pardon? Non relativiste. Oui, non relativiste. Hein. J'écris la relation fondamentale de la dynamique non relativiste. Alors, première remarque, le champ B ne travaille pas. Calculez le travail de la force F sur une particule. Le travail lors d'un déplacement élémentaire dr, par définition, c'est F scalaire dr. Et le petit déplacement dr qui intervient dans un temps dt, c'est v dt. La vitesse, c'est dr sur dt. Donc ceci, c'est F scalaire v dt. Donc pendant dt, la force de Lorentz travaille de F scalaire v dt. Ou si vous voulez, la puissance de la force de Lorentz, qui est par définition delta W sur dt, égale F scalaire V. Bon, classique. Puissance d'une force, F scalaire la vitesse. Sauf qu'ici, la force est orthogonale à la vitesse, puisque c'est la vitesse vectorielle B fois Q. La force étant orthogonale à la vitesse, on voit bien que le travail ou la puissance sont nuls, quoi qu'il arrive. Si le travail est nul, si la puissance est nulle, eh bien la vitesse, en norme, ne va pas changer parce que vous pouvez. Ça veut dire que la force ne peut pas donner de l'énergie à la particule. Je vous rappelle le théorème de l'énergie cinétique. D de C égale delta W de la force extérieure. Égale delta W de l'opérateur moins delta W de la force intérieure. Et quoi qu'il en soit, ici, c'est égal à 0. Par conséquent, l'énergie cinétique ne varie pas. Et donc, 1,5 de V2 égale constante. Et donc, V, attention, la norme de V, égale constante. Néanmoins, il y a une force. Et cette force n'est pas nulle, enfin, sauf si la vitesse est nulle, ou le champ B est nul, ou Q est nul. Enfin bon, si vous avez vraiment une charge qui se déplace dans un champ B, il y a une force qui n'est pas nulle, mais sa vitesse. Donc, si la force n'est pas nulle, l'accélération n'est pas nulle, mais la variation de la norme de la vitesse sera 0. Donc c'est sa direction qui va bouger.
Une accélération, c'est dv sur dt. Donc dv sur dt n'est pas nul, mais dv norme de v sur dt, ça c'est nul par contre. C'est ce qu'on vient de voir parce que la force est orthogonale à la vitesse. Donc il n'y a pas de travail, il n'y a pas de puissance, mais il y a néanmoins une action sur la particule qui va du coup uniquement dévier sa trajectoire sans changer sa vitesse. Pas d'accélération, mais une déviation. Alors, la question c'est donc caractériser le mouvement de cette particule. Alors on sait déjà que ça va donc être un mouvement à vitesse constante. Reste à trouver la forme de la trajectoire. Alors la forme de la trajectoire est donnée par cette équation, hein, relation fondamentale de la dynamique. Et alors si vous savez que V est un vecteur de norme constante et que vous avez bien assimilé le cours de mécanique, vous devez pouvoir me dire, juste en voyant cette équation, ce qui va advenir de la vitesse. Est-ce que vous vous rappelez Théorème du moment cinétique. Ah, why not? Comment vous l'appliqueriez alors? Non, on peut faire mieux que ça. On revient après sur le moment cinétique. Mais rappelez-moi comment on dérive un vecteur unitaire. Vous vous rappelez quand on a... Ouais, enfin... Oui, par exemple... Ouais. Oui, tiens, exactement. On a le point M. On a UR. D de UR sur dt. Ouais. Et donc ça fait θ point Uθ. Et θ point Uθ, vous vous rappelez, on avait fait la remarque. Ça, c'est oméga vectoriel UR, ou oméga égale θ point UZ, disons. UR, Uθ et UZ vers nous. Vous vous rappelez quand on a fait le changement de référentiel pour faire Coriolis et tout ça, on avait écrit, vous vous rappelez, I', D de I' sur dt égale oméga vectoriel I', pareil avec J' et K', ça vous rappelle des choses? Vaguement? Très très vaguement. Une autre façon de le voir, très très vaguement, d'accord. Une autre façon de le voir, c'est Babar. Babar est toujours à notre secours en mécanique. Rappelez-vous, VB égale VA plus BA vectoriel oméga, c'est-à-dire plus oméga vectoriel AB. Par conséquent, VB moins BA, c'est oméga vectoriel AB. Autrement dit, D de AB sur dt égale oméga vectoriel AB. Vous vous rappelez de ça? Babar, ça équivaut à ça. La D du vecteur AB sur dt, c'est oméga vectoriel AB, où oméga est le vecteur rotation du solide. Ceci, bien sûr, est le champ de vitesse d'un solide, hein, c'est-à-dire que la distance entre A et B ne varie pas. La longueur AB ne varie pas. Par contre, le vecteur, lui, il peut varier, justement parce que ça peut tourner. Et quand ça tourne avec un vecteur rotation oméga, eh bien, le vecteur AB varie de oméga vectoriel AB. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a là. Vous avez un vecteur dont la longueur ne varie pas, mais
dont la dérivée est égale à un certain oméga vectoriel le vecteur. C'est exactement la même situation. Le vecteur V est de norme constante, de même qu'ici le vecteur AB est de norme constante, c'est un solide, il n'y a pas d'étirement ou de compression, il n'y a pas de déformation du solide. Par contre, il peut tourner avec le vecteur oméga. Et l'équation de cette rotation, c'est D de AB égale oméga vectoriel AB. Eh bien ici, vous avez la même équation. Par conséquent, ça va décrire la même trajectoire. Vous allez avoir le vecteur V qui va tourner avec le vecteur rotation oméga, lequel est constant, puisque B est constant, je suppose que je suis dans un champ uniforme, donc où que soit la particule, B sera toujours le même. Donc vous avez un vecteur rotation constant, par conséquent la vitesse va suivre une trajectoire circulaire constante. Autrement dit, le mouvement de la particule dans un champ B uniforme sera un cercle à vitesse constante. Donc supposons qu'on ait un champ B, je vais le mettre comme un champ. Enfin, je vais mettre le champ B dans le plan perpendiculaire au tableau. Allez, admettons que B soit comme ceci. D'accord. Je lance une particule. Alors, je lance une particule par là. Eh bien, je vais avoir. Je vais la lancer là. V vectoriel B. V vectoriel B. Alors, raté. Donc, V vectoriel B, ça fait une force vers le bas. Eh bien, la particule va suivre une trajectoire circulaire comme ceci. Avec pour vecteur rotation. Donc, vous voyez, hein, à chaque instant, V vectoriel B, donc là, c'est vers le centre. Quand la particule est ici, sa vitesse n'a pas changé en norme. Sa direction, oui, parce qu'il y a cette force qui va par ici. Lorsque la particule est là, V vectoriel B, c'est toujours orthogonal à V et à B, donc c'est dans le plan et c'est orthogonal à V, donc ça pointe par là. Et comme à chaque fois la vitesse en norme ne varie pas, ben c'est toujours le même vecteur force vers le centre, et vous décrivez un cercle. Un cercle à vitesse constante V, qui est votre vitesse initiale, avec une accélération centripète, A, dv sur dt, qui vaut qui vaut ça, donc moins QBV, alors sinus de l'angle entre B et V pour le produit vectoriel sur M, ou si vous voulez, ça va nous donner V orthogonal à B. Hein, la composante parallèle à B n'est pas affectée par la force magnétique, puisque si j'écris ici V comme V parallèle plus V orthogonal, je peux réécrire ceci, Q V orthogonal plus V parallèle vectoriel B. Et la partie V parallèle vectoriel B vaut 0. Le produit vectoriel de deux vecteurs collinéaires est nul. Donc la force, en réalité, n'est rien d'autre que QV orthogonal vectoriel B. Donc voilà l'accélération, moins QBV orthogonal sur M UR. Et donc pour un mouvement circulaire uniforme de vitesse V, quelle est l'accélération centripète? Si vous avez un mouvement circulaire uniforme, alors c'est Rθ point carré, et si on l'écrit en fonction de V, V2 sur R. Enfin, moins V2 sur R. Tout ça, c'est moins V2 sur R
UR. D'où vous pouvez déduire immédiatement le rayon du cercle en question. Alors ce rayon du cercle s'appelle le rayon de l'Armor, et on appelle ça, enfin, c'est Monsieur l'Armor. Donc, le rayon du cercle en question, rayon de l'Armor. Il suffit de voir, c'est égal, alors ça égale ça, par définition, hein, avec ici le rayon de l'Armor. Donc RL vaut, eh bien, MV orthogonal sur QB. Voilà, alors ça c'est quelque chose d'important à retenir si possible l'expression du rayon de l'Armor. En fait, c'est la quantité de mouvement orthogonale sur QB. Donc quand vous lancez une particule orthogonalement à un champ uniforme, eh bien, elle va décrire des cercles. Un cercle d'autant plus grand, enfin de rayon d'autant plus grand que sa vitesse est grande, ou que sa masse est grande. En fait, ce que vous voyez ici, c'est qu'on a la quantité de mouvement. Ceci est égal donc à P sur QB. Plus la quantité de mouvement est grande, plus on dit que la particule est rigide magnétiquement, une forte rigidité magnétique, c'est-à-dire que ce n'est pas facile de la faire tourner, évidemment. Hein. Plus elle va vite, plus pour un même champ B, ce sera... Enfin, plus elle va vite, plus son rayon de giration va être grand. Par contre, plus le champ B est important, plus la force est forte, et donc plus le rayon de giration sera petit. Mais retenez bien ça, une particule dans un champ uniforme, eh bien ça décrit un cercle, tout simplement, qui se referme sur lui-même. C'est un mouvement uniforme, à vitesse constante, parce que le champ magnétique ne travaille pas. Et le rayon du cercle est donné par l'accélération, qui vaut moins V2 sur R. Donc il suffit de lire, hein, l'accélération c'est la force divisée par m, donc voilà. Et on lit le rayon du cercle. Donc ça se retrouve en une ligne, bien sûr, ce rayon du cercle. Mais si vous le connaissez déjà, que c'est P sur QB, c'est une bonne chose. D'autant que cette relation se généralise, vous parliez de la relativité tout à l'heure, se généralise en dynamique relativiste. On a souvent affaire à ce genre de problème. Enfin, quand on a affaire à ce genre de problème, assez souvent, il faut utiliser la relativité parce qu'on peut avoir des particules, des électrons relativistes qui vont à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Eh bien, cette formule reste vraie. Alors, pas celle-ci, celle-ci. Le rayon de l'Armor, ça reste ça. Simplement, l'expression de la quantité de mouvement en relativité, vous vous souvenez ce que c'est? Non? En relativité, P égale gamma mv. Où gamma est le facteur de Lorentz 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2, C étant la vitesse de la lumière dans le vide. On verra ça l'année prochaine. Début janvier. J'espère qu'on aura le temps un petit peu quand même. Ouais. Ok. Bon, j'ai résolu le problème ici d'une façon un petit peu, avec un peu de hauteur, simplement en comparant ça, en rapprochant cette équation, qui est triviale, que vous auriez tous pu écrire évidemment, juste la force égale, enfin, l'accélération égale la force. J'ai rapproché ça de la formule qui donne le champ de vitesse d'un solide en rotation, de façon à faire apparaître directement d de la vitesse égale oméga vectoriel à la vitesse. Et cette analogie nous permet de dire, ben voilà, donc on a ce oméga ici qui est constant, et donc on a un mouvement circulaire uniforme. Et après, il n'y a plus qu'à identifier le rayon. Évidemment, on peut aussi simplement résoudre cette équation. Vous projetez ça sur les deux axes orthogonaux à B, et vous résolvez suivant x, vous résolvez suivant y, et vous allez avoir le x qui est en cos oméga t, le y qui est en sin oméga t, et vous allez avoir les équations paramétriques d'un cercle. Ça se résout aussi, je dirais, pédestrement en écrivant la projection des composantes. Bref, comme n'importe quel problème de mécanique. Je trouvais plus intéressant
surtout ça vous permet de réviser un peu ces histoires de rotation, de voir directement le problème dans sa forme globale en identifiant tout de suite le vecteur rotation qui est là. Une fois que vous l'avez identifié, vous avez tous les paramètres du problème, y compris sa période. Si vous avez... Enfin, bon, bref. On fait 2 PR pendant une période, donc vous avez... Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ainsi? Oui, alors là, on s'est intéressé au mouvement d'un corps lancé avec une vitesse orthogonale à B. Parce que j'ai dit que la vitesse parallèle à B n'était pas affectée. Hein, ça, ce produit vectoriel, je vais le réécrire aussi. Donc on a dv sur dt qui vaut, allez, je remets, c'est l'oméga là, vectoriel v. Ce v là, c'est donc v orthogonal plus v parallèle, et donc tout ça est égal à moins qb sur m vectoriel v orthogonal. La partie parallèle à b ne subit aucune modification, puisque la modification est perpendiculaire à B. La force est perpendiculaire à B. Donc, supposons maintenant qu'on soit dans le cas général et qu'on envoie une particule dans un champ B uniforme, mais pas nécessairement orthogonale au champ B. Alors, la partie parallèle, la partie de la vitesse parallèle à B ne sera pas déviée, donc ça va continuer de façon uniforme. D'accord? V parallèle égale constante. Et V orthogonal décrit un cercle, le cercle dont on a parlé. Je vais l'appeler le cercle de l'Armor. Par conséquent, quelle est la trajectoire de la particule? Eh bien, c'est une hélice. La partie parallèle reste constante et la partie orthogonale décrit un cercle. Donc on décrit un cercle tout en avançant à une vitesse constante. Alors on retrouve ici, si vous voulez, si vous vous souvenez ce qu'on a dit sur les mouvements des solides. Un solide peut être soit en rotation pure, soit en translation pure, soit en rotation pure, soit une combinaison d'une rotation et d'une translation le long de l'axe de rotation. C'est exactement ce qui se passe. Si vous avez déjà un V parallèlement à B, qui va être l'axe de rotation, alors cette vitesse-là va rester constante. Donc vous avez une translation le long de l'axe, et en plus une rotation, ou pas de rotation, s'il se trouve qu'il n'y avait qu'un V parallèle. Mais si vous avez un petit V orthogonal, alors ce V orthogonal va tourner, comme on l'a dit, autour des lignes de champ, autour du champ B. Quant à la composante parallèle, elle va rester constante. Ça va juste être un glissement constant. Oui? Est-ce que c'est possible qu'il n'y ait pas de vitesse parallèle? Oui, tout à fait. On envoie une particule, le champ est comme ça, j'envoie la particule comme ça, et elle va tourner sur elle-même. Voilà. La partie parallèle reste constante, donc si elle vaut 0 au début, elle reste 0 tout le temps, et si elle vaut quelque chose, elle garde ce vecteur. Okay. Donc si vous voulez, le cas général, c'est une hélice, et l'hélice, elle peut être de pas 0, et de temps en temps, être juste un cercle. C'est un cas particulier d'une hélice qui s'enroule vraiment sur elle-même. Ok? Bon, ça c'est important de savoir qu'une particule dans un champ uniforme a un mouvement circulaire ou hélicoïdal avec la vitesse le long du champ qui reste constante. Bon. Alors, ceci étant dit, puisqu'on est dans les forces magnétiques, on va voir ce que produit un champ magnétique sur un fil électrique parcouru par un courant. Ça, c'est une découverte à nouveau du début du 19e siècle. En particulier, Faraday s'est aperçu que un champ magnétique agissait sur un fil parcouru par un courant. Donc imaginez que vous ayez un fil
électrique parcouru par un courant. Alors je vais le représenter un peu en gros, enfin avec une petite... J ici, vecteur densité de courant, et I, vous vous rappelez, qui n'est rien d'autre que somme de J scalaire ds à travers une section, ça c'est le courant à travers une section du fil, donc le courant dans le fil, à travers une petite section ici de taille sigma. Ce qu'on appelle le courant, c'est en fait l'intégrale de J scalaire ds sur la section du fil. Imaginons maintenant qu'on ait un champ magnétique B. À partir du moment où on a réalisé que le courant électrique, c'était des charges en mouvement, si vous avez des charges en mouvement, vous avez une force qui s'exerce sur ces charges. La force en question, c'est F égale QV vectoriel B. Plus une force électrique s'il y a lieu, mais je m'intéresse ici à la partie magnétique. QV vectoriel B. Sur chacune des charges, on a ça. Alors, donc vous avez plein de petites charges ici, comme ça. Je sais pas, je vais mettre un champ B comme ça, juste pour voir. Si les charges se déplacent dans le fil comme ça, donc j'ai un courant, donc là je suppose que j'ai des charges positives avec un courant positif, ou si c'est des charges négatives, le courant est négatif, qu'à ça tienne. Mettons que j'ai des charges positives qui vont comme ça, QV vectoriel B, ça va faire une force qui va vers l'arrière du tableau. Sauf que la force, elle s'exerce sur les charges en mouvement. Et les charges, elles ne vont pas sortir du fil. Parce que les charges, elles sont liées à la structure métallique. Elles sont libres de se déplacer dans le métal. Mais elles ne sont pas libres de sortir du métal. Donc en fait, d'une façon ou d'une autre, il va y avoir des forces internes. On va voir après, on va faire tout de suite après l'exercice sur l'effet Hall. Et donc, la force qui s'exerce sur la charge en mouvement va se transmettre d'une façon ou d'une autre au fil lui-même. C'est-à-dire que la charge, si vous voulez, va vouloir sortir du fil, mais du coup, ça va tirer le fil. Tout ça, c'est des forces internes. La manière dont la force se transmet en interne entre les charges et le fil lui-même, ça, c'est des forces internes, dont la somme vaut 0 d'ailleurs. Globalement, si on regarde le fil lui-même, il est soumis à un certain nombre de forces qui viennent du champ B, des forces qui sont des forces extérieures. Il y a un champ B, il y a des charges qui se déplacent. Pour chacune des charges qui se déplacent à la vitesse V, on a une force comme ceci qui s'applique. Donc, voilà. Et donc, la force globale exercée sur le fil, et encore une fois, le fil se débrouille pour faire face à ça, mais en tout cas, il y a une force globale sur le fil qui va être F sur le fil, qui va être égale à la somme des QI, VI, vectoriel B, pour toutes les charges qui se déplacent avec, enfin, chacune avec sa vitesse. Alors ça, c'est des charges ponctuelles. Si on a une distribution de charges ρ, vous allez avoir ρ V, alors Q c'est ρ des taux. Ρ des taux. Rho V étant rien d'autre que le vecteur J. D'accord ? Le vecteur densité de courant. La somme des QI VI, c'est le vecteur densité. C'est la densité de courant. Donc, vectoriel V. Et vous allez avoir la somme de tout ça sur tout le fil. D'accord ? Alors tout le fil, maintenant, c'est simple, je vais considérer en fait une longueur dl du fil. Donc, force résultante sur une longueur dl de fil. Je vais écrire que, donc on est d'accord, je dois compter toutes les charges, enfin tous les ρ V qui sont dans la section de fil qui m'intéresse. Peut-être grossir le schéma.
vais mettre là. Donc j'ai mon fil. Et je m'intéresse à une partie DL de fil. Et là-dedans, j'ai mon vecteur J, densité de courant, qui est égal à ρV. Qui peut dépendre de la position d'ailleurs, hein. Peu importe, il peut y avoir plus de courant au centre, au bord, peu importe ce que je vais l'intégrer. Donc, le petit volume des taux, donc là j'ai ds, enfin ou j'ai sigma si vous voulez. Allez, je vais considérer un petit tube de courant. Donc là, j'ai ds. Et donc des taux, bah, c'est dl ds. Éventuellement, d'ailleurs, ça pourrait être... Je pourrais couper, je pourrais prendre une section en biais, auquel cas j'aurais dl scalaire ds en orientant dl le long du fil et en orientant ds perpendiculairement à la surface. C'est pas évidemment la même chose. Hein, parce que pour le même dl, si j'ai ds incliné, je vais avoir ds qui est plus grand, mais du coup, il faut que je mette le cosinus entre les deux ici, qui va exactement... C'est-à-dire... Le d sigma fois cos, ça va être égal à ce ds orthogonal. Donc ça ne change rien. Ok, donc maintenant je peux réécrire ceci, la force sur la longueur dl de fil, qui est égale, alors je somme à 3 dimensions sur d taux, donc je somme d'une part sur ds et d'autre part sur dl, et donc je vais avoir, sur dl, je n'ai pas besoin de sommer, ça va être directement dl, fois la somme sur ds de j, de ρv, scalaire ds. À nouveau, si on a ds qui n'est pas aligné avec le fil et donc la vitesse des particules, tout ça, vectoriel b. Mais ça c'est J scalaire ds sommé sur sigma, ça c'est le courant. Pardon. Oui, alors... oui, pardon. Je vais faire ça comme ça. Je vais faire ça comme ça. Voilà. OVDS. Donc je me mets dans la configuration DL, DS orthogonale ici. Si DS n'est pas orthogonal, ça ne change rien. Donc je prends la situation simple, DS est orthogonal. Donc j'ai ρV fois d taux, c'est DS fois DL. Donc DL, je n'ai pas besoin d'intégrer sur DL puisque je prends déjà le petit élément DL infinitésimal. Donc je le sors de l'intégrale. Et donc j'intègre simplement ρV ds, et ça c'est I à travers le fil. Et donc ceci fait I. Alors c'est I fois U parallèle ici, hein, la vitesse. Donc le U, je vais écrire dl U parallèle qui n'est rien d'autre que dl en vecteur. Vectoriel. Voilà. Et donc finalement, j'obtiens que la force sur un élément dl exercée par le champ B sur le fil, c'est I dl vectoriel B. Bon. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé avec les DL-DS. J'aurais peut-être dû vous dire tout de suite, je prends une situation où je coupe, donc j'ai un fil sur une longueur DL, il est toujours rectiligne, donc il a une certaine direction, et je le coupe orthogonalement, parce que je le coupe comme je veux, ça ne changera rien, donc je le coupe orthogonalement pour regarder le flux du champ J, du vecteur densité de courant, à travers cette surface, qui n'est rien d'autre que l'intensité du courant. Donc vous voyez, on obtient, alors ça s'appelle la force de Laplace, ça c'est important à apprendre bien sûr. À nouveau, ça se retrouve rapidement, parce que cette force de Laplace n'est rien d'autre que la somme de toutes les forces de Lorentz appliquées sur chacune des charges individuelles qui se déplacent dans le fil. Chaque particule dans le fil qui se déplace en raison du courant
subit une force QV vectorielle B, et comme il y en a, enfin voilà, plus il y en a et plus ça va vite, plus le courant est grand. Si vous faites la somme de toutes ces forces individuelles sur chacune des charges, pour toutes les charges contenues dans un élément de fil DL, et bien vous obtenez ça. C'est ce qu'on a fait ici. C'est juste la somme, ce n'est pas une force nouvelle, c'est la force de Lorentz. La force de Laplace, c'est la résultante des forces de Lorentz sur chacune des charges individuelles qui se déplacent dans le fil. Si vous avez une charge, la force c'est ça. Et si vous avez plein de charges dans un fil qui font au total un courant I, eh bien la force résultante c'est I dl vectoriel B. Ok? Yes? Non? Oui? Oui? Quand vous dites rien, c'est oui? C'est peut-être? C'est admettons? Bon voilà, donc ça c'est la force de Laplace, il faut connaître ça. Il faut connaître cette expression. Et on va s'en servir tout de suite pour définir l'ampère. La définition de l'ampère. Qu'est-ce que l'ampère? C'est quoi un ampère? Mis à part que c'est 1 coulomb par seconde. Mais ça, c'est en fait, on définit le coulomb à partir de l'ampère. C'est avec 2 fils d'1 mètre, enfin, on disparaît Ouais, de 1 ouais. mètre, comme ça. Ouais, alors on va le faire. Allez, exercice. Calculer la force exercée par mètre de fil entre deux fils parallèles séparés d'1 mètre. Alors on y va. Donc exercice. Oui, on fait plein d'exos aujourd'hui. Définition de l'ampère. Définition de l'ampère. Donc, calculer la force exercée par mètre de fil entre deux fils parallèles infinis distants de 1 mètre et parcourus par un même courant I. Donc un premier fil, rectiligne infini, un deuxième, les deux sont parcourus par le même courant I, eh bien on constate qu'ils s'exercent sur eux, entre eux, évidemment action-réaction, donc l'un exerce sur l'autre moins la force que l'autre exerce sur l'un, et c'est cette force qu'on veut connaître. Alors évidemment, comme les fils sont infinis, la force est infinie, donc on veut savoir la force qui s'exerce sur 1 mètre de fil, sur une longueur L de fil. Voilà, on va commencer par mètre de fil. On va calculer la force qui s'exerce sur une longueur L du fil. Alors déjà, pourquoi il s'exerce une force? Alors compte tenu de ce qu'on vient de voir, ce qui se passe, c'est que, par exemple, ce fil crée un champ B, et du coup, l'autre fil est placé dans un champ B, et la force de Laplace s'exerce sur lui. Donc on va calculer le champ B créé par ce fil partout où il y a des charges dans l'autre fil, et on va en déduire la force qui s'exerce sur l'autre fil. On pourrait faire l'inverse et on trouverait l'opposé, bien sûr. Okay. Donc premièrement, champ créé par un fil. Alors, on l'a déjà vu n fois. Disons par le fil 1, celui-là, celui de gauche. Ça, je vais l'appeler B1. Alors, vous vous rappelez, alors
c'est bien de le savoir par cœur, c'est bien aussi de le savoir le retrouver par le théorème d'Ampère, justement. Le théorème d'Ampère nous dit... Alors, on commence avec les symétries. C'est mu 0i... Non. Bon, allez, théorème d'Ampère. Oui, théorème d'Ampère, circulation de B égale mu 0i. Yes. Circulation de B sur une courbe fermée égale mu 0 fois I qui traverse la courbe, enfin qui traverse une surface s'appuyant sur la courbe. Commençons par les symétries. Allez, le champ créé par... Si on trouve un plan de symétrie, on sait que B, qui est un pseudo-vecteur, sera orthogonal au plan de symétrie. Ben, un plan de symétrie, c'est n'importe quel plan qui contient le fil est un plan de symétrie. Donc B est orthogonal à tous les plans qui contiennent le fil. Donc B est orthoradial, enfin, comment on appelle ça, azimutal. Donc B est suivant Uθ. Et il ne peut dépendre ni de Z, puisque c'est une symétrie de translation, ni de θ, parce qu'il y a une symétrie de rotation, donc il ne peut dépendre que de R. Donc B, c'est B de R Uθ. On va donc écrire le théorème d'Ampère sur une courbe orientée qui est un cercle de rayon petit r. Théorème d'Ampère. Somme sur le cercle d'axe delta et de rayon petit r de B scalaire dl est égal à mu 0 fois I qui traverse une surface qui s'appuie sur le cercle. Par exemple, le disque. Alors, si j'oriente le cercle comme ceci, là, qui vient par l'avant, le I qui traverse sera simplement le I du fil. L'intensité du fil. Donc, ça va être égal à mu 0 I, l'intensité du courant dans le fil. Et B, alors, le dl le long du fil, c'est simplement R dθ Uθ. D'accord ? Je me déplace le long du fil, je parcours une distance dl qui vaut R dθ, et je vais faire ça sur tout le fil. Surtout pas le fil, pardon, j'ai dit fil, c'est pas un fil, ça, c'est juste une courbe quelconque. J'ai pris un cercle parce que c'est pratique. Donc j'ai B de R qui sort de l'intégrale, parce que R est constante sur le cercle, c'était l'intérêt de prendre ça. Donc je vais avoir B de R fois la somme de R dθ Uθ, Uθ scalaire Uθ, pardon, R dθ, si vous voulez, c'est la somme des dl sur tout le cercle, et tout ça, ça fait 2π, 2πr. Donc finalement, B de R est égal à mu 0i sur 2πr. Par conséquent, B1, en tout point de l'espace, c'est mu 0i sur 2πr Uθ. Bon, c'est pas brillant ça. Ça, il faut le savoir. Hein. Enfin, il faut à la fois le savoir et savoir le retrouver en deux lignes, en écrivant le théorème d'Ampère sur un cercle comme ça. Parce que là, on peut vous demander vraiment... probablement, dans un exercice ou à l'oral, on vous demanderait de redémontrer ça. Et si vous le savez, ça aide beaucoup. Ça vous permet aussi de vous souvenir, par exemple, que si on vous demande de calculer un champ B dans une autre configuration, vous savez que dimensionnellement, ça doit être mu 0i sur une longueur. De savoir, comme on l'avait vu pour le solénoïde, mu 0 ni où n était le nombre de spires par unité de longueur. Donc c'est bien la même dimension. Donc c'est bien de savoir 2-3 formules parce que ça vous recale aussi les dimensions dans la tête de façon à vérifier des résultats intermédiaires. Ok, donc voici le champ créé par le fil 1 partout dans l'espace. Donc maintenant, si je m'intéresse à la force exercée sur cette portion du fil 2,
Eh bien, je vais écrire la force de la place. Un conducteur I, enfin un conducteur dans lequel passe un courant I placé dans un champ B, donc un fil parcouru par un courant I placé dans un champ B subit une force, alors un fil de longueur dl parcouru par un courant I placé dans un champ B subit une force dF égale I dl vectoriel B, c'est ce qu'on vient de voir. C'est la force de la place. Il n'y a rien d'autre à dire que ça, ça vous devez le savoir, il n'y a plus à le redémontrer. C'est la résultante des forces magnétiques sur chacune des charges du fil, ça fait I dl vectoriel B. Par conséquent, alors, comment ça se présente? Vous avez B qui est azimutal, donc je me suis mis dans le plan des deux fils, donc B est comme ceci, enfin partout, hein. Donc sur une longueur dl, la force, donc dl orienté comme ceci, la force c'est I dl vectoriel B. Et donc, ça vient par là. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est la force dF. D'accord? Donc c'est une force attractive vers le fil, en l'occurrence. OK. Et que vaut-elle, cette force dF? Donc, comme comme dl est orthogonal à B, c'est juste le produit des normes. Donc df, ça fait I dl fois B, et B, ça vaut ça. Mu 0I sur 2πr. Où R est la distance entre les deux fils. Et alors ça, c'est la force sur un petit élément dl, et du coup, sur une longueur L totale, F, ça va être I, L, mu 0I sur 2πr, c'est-à-dire mu 0 sur 2π L, I2 sur R. Où R est la distance entre les deux fils, I est le courant identique passant dans les deux fils, et L est la longueur de fil en question. Et c'est une force, alors j'ai retiré les flèches ici, c'est une force attractive. Ah, soit dit en bas, donc deux fils parcourus par un courant s'attirent. D'accord. Si le courant est dans l'autre sens ici, si vous avez un courant I comme ceci, et I comme ça, bah, ce fil-là crée toujours le même champ, qui va être comme ça, et du coup, on a cette fois I, soit on oriente dl vers le haut, mais I est négatif, soit on oriente maintenant dl vers le bas et I est positif. En tout cas, le I dl vectoriel B va maintenant être dans l'autre sens. I vectoriel B, à ce moment-là, on aura une force comme ceci. Et donc les deux fils vont se repousser. Donc deux fils parcourus par un courant de même sens s'attirent, par un courant de sens différent se repoussent. En pratique, c'est plutôt cette configuration qu'on fait, parce qu'on prend un grand circuit et on fait tourner pour être sûr d'avoir le même courant. En fait, on fait qu'une seule boucle. Le courant, il revient là, quoi. On
faites passer un courant. Vous mettez un générateur là, voilà, vous faites passer par un fil, c'est redescendre de l'autre, donc ils sont dans un sens différent ici. Vous mettez une longue portion ici, bien parallèle à une distance constante, et vous mesurez la force sur le fil. Que vaut cette force? Donc évidemment, si vous avez 20 mètres de fil, ce sera 20 fois plus que si vous avez 1 mètre de fil. Donc la question, c'est combien s'exerce par mètre de fil. Donc quand L vaut 1 mètre. Alors, si L égale 1 mètre, et si R égale 1 mètre, c'est-à-dire vous mettez les deux fils à 1 mètre l'un de l'autre, quelle est la force? Ben, il n'y a qu'à la calculer. F égale... Combien vaut mu 0? Mu 0. C'est 18. Mu 0? Ah. Ouais. Redites-le. Moi, je dirais 4 pieds. On peut se servir de célérité. Ah, c'est l'inverse de pied. Ouais. Donc on sait que c'est 1 sur... Enfin, on sait que 3 fois 18, c'est 1 sur racine de mu 0 epsilon 0. Alors, on a effectivement epsilon 0, mu 0, qui vont 1 sur C2. Bien. Et en fait, ça a été choisi, ça donne les unités, justement, ça a été choisi une fois pour toutes. Ça vaut 4pi 10-7 dans les unités du système international. 4pi 10-7, pile poil. C'est fait comme ça. Du coup, si je remplace ici 4pi 10-7, je vais avoir divisé par 2pi, je vais avoir 2 10-7. I, si j'ai mis I égale 1 ampère, enfin disons F, tel que la question est posée, ça va être 2pi 10-7, I au carré Newton. Et donc si j'ai I qui vaut 1 ampère, voilà, c'est comme ça. Je vais avoir 2 10-7 Newton. Eh bien, telle est la définition de l'ampère. L'ampère est défini comme l'intensité qui doit passer dans deux fils parallèles pour qu'ils exercent l'un sur l'autre une force d'intensité de 10-7 newtons s'ils sont séparés d'1 mètre. Enfin, donc l'ampère est l'intensité qui doit passer dans deux fils parallèles distants de 1 mètre pour qu'ils exercent l'un sur l'autre une force de 2 10-7 newtons par unité de longueur. C'est-à-dire par mètre de fil. Alors pourquoi 2 10-7 ? Bah, c'est historique. Mais à partir du moment où on dit qu'on veut que ça fasse 2 10-7, alors mu 0 vaut 4pi 10-7, par définition. Et donc comme dans ce SI là, il y a les unités, enfin il y a l'ampère quelque part, c'est défini ensemble. C'est-à-dire qu'on définit l'ampère comme ce qui donne ça, 2 10-7 newtons par mètre de fil, quand les deux fils sont séparés d'1 mètre. Et du coup, mu 0 vaut ça. Évidemment, si on change la définition de l'ampère, si on veut ici que ça fasse non pas 2 10-7 mais 1 newton, ce qui pourrait paraître raisonnable, ben on aurait mu 0 qui voudrait être 2pi. On pourrait penser que ce serait plus simple. Mais bon, pour des raisons historiques, on a choisi cette définition. Donc mu 0 vaut très exactement 4pi 10-7. Et du coup, comme on a par ailleurs, c'est une valeur exacte, donc ce n'est pas une constante fondamentale de la nature. On l'a choisi comme ça pour avoir les unités qui sont celles qu'on avait choisies. Ouais. Enfin, en tout cas, en conformité avec les unités qu'on choisit. Donc, comme mu 0 est une valeur exacte 4pi 10-7 avec les unités du système international, comme par ailleurs maintenant C a une valeur exacte
299 792 458 mètres par seconde. C'est défini une fois pour toutes, enfin, en tout cas pour l'instant. Du coup, epsilon 0 aussi a une valeur exacte. Epsilon 0, ça vaut eh bien 1 sur 4pi 10-7, c'est 2. Et ça, si vous remplacez C par 3 10 puissance 8, ce qui n'est pas loin d'être correct, ça fait 1 sur 36pi. 3 au carré, ça fait 9, 4 fois 9, 36. 1 sur 36pi, et là vous avez 10 puissance 8 au carré, donc 10 puissance 16 moins 7, c'est-à-dire 9 en bas, donc 1 sur 36pi 10 moins 9. Unités du système international qui sont ce qu'elles sont. Enfin, on peut les retrouver. Ok? Bon, ça c'est à peu près, mais ça c'est la valeur exacte. Epsilon 0, ça vaut ça. Mu 0, ça vaut ça, et C, ça vaut ce que ça vaut. OK? Donc voilà, des fils parcourus par un courant, ça exerce des forces les uns sur les autres, parce que le courant d'un fil crée un champ B qui agit sur le courant de l'autre, et réciproquement. Oui? Et dans cet exemple, ça veut dire que 2 va créer aussi un champ sur 1. 2 va aussi créer un champ sur 1, et donc, comme il est à la même distance, ça va être la même intensité de champ, et comme c'est le même courant, ça va être la même force. Ça tombe bien vers lui. Parce qu'effectivement, regardons qualitativement, le courant I crée un champ radial, azimutal comme ça, donc à cet endroit-là, le champ créé par lui, il pointe vers nous. D'accord ? Et donc maintenant on a dl vectoriel B, et ça le ramène par là. Normal, ça c'est l'action et la réaction. Si lui exerce sur lui cette force-là, lui doit exercer sur lui la force opposée. Tant qu'on est dans un régime permanent, la loi d'action et la réaction ne peut que s'appliquer. Alors c'est un peu plus subtil quand on a des choses qui varient dans le temps, parce qu'il y a des problèmes justement en électromagnétisme avec l'instantanéité, mais oui. Pour déterminer le sens du champ, c'est avec le tire-bouchon, etc. Alors là, ça marche, mais sinon, c'est le théorème d'Ampère qui nous dit que la circulation de B scalaire la circulation de B, donc somme de B scalaire dl, est égale à mu 0 fois I qui traverse la surface. Mais ça ne fait sens dans quel Eh bien si, parce que si vous orientez... Alors, prenons ce cas-là. Prenons un cas exprès un peu pervers. Donc je fais tourner... Je prends mon contour comme ceci, et je prends le courant vers le bas. Donc une fois que j'ai identifié par les symétries que B, il était azimutal, reste à voir dans quel sens. Alors dans quel sens? Eh bien je fais... Alors, donc Uθ est comme ceci, là. Donc j'écris que B, c'est B de R Uθ. Ça pourrait être négatif. On va voir. Alors, dl, si j'oriente comme ceci, donc là, dl, il est par là. Donc j'ai B de... Alors, donc j'ai B dl... tout, si vous voulez, tout ça là, ça va faire B de R fois 2 pi R, d'accord, puisque je tourne dans le même sens que Uθ, et ça va être égal à mu 0, mais alors c'est le I qui traverse une surface orientée en conformité avec. Donc la règle de Tour-Bouchon nous dit que cette surface-là, ce I là qui n'est rien d'autre qu'un JDS sur sigma. Cette surface-là, elle est orientée en conformité en conformité avec l'orientation de la courbe. Donc, il est vers le haut. Le voilà ds. Donc, je compte le courant qui traverse par là. Eh bien, le courant qui traverse par là, c'est moins I.
Donc ça va être égal à moins mu0i. Moralité, si i est positif, c'est-à-dire si le courant effectivement descend, on aura B qui est négatif et donc qui est par là-bas. Et donc on peut vérifier après coup que effectivement le champ B s'enroule autour du courant avec la règle du tire-bouchon. Mais c'est une conséquence de ça. Donc la règle du tire-bouchon, elle est applicable à tous les coups. Elle est applicable, c'est celle qui gouverne l'orientation de sigma par rapport à l'augmentation de... Voilà. Ça, il en résulte, dans un cas simple où il n'y a qu'un fil, qu'elle s'applique aussi entre le champ B et le courant I. Mais ce ne sera pas forcément général pour toutes les distributions de courant. Par exemple, si vous avez un autre courant là qui est plus important, enfin, ça dépend où vous êtes, le champ B, il va changer de signe. Ici, il va être proche de comme ça. Ici, il va être proche de comme ça. Entre les deux, ça dépend où on est. Donc, il faut faire attention. Par contre, ça, c'est toujours vrai, à condition d'orienter sigma conformément à gamma avec la règle du tire-bouchon. Yes? Quand vous avez représenté le pays, c'est qu'il rentre dans le tableau. Lequel? Celui-là? Celui-là, il rentre dans le tableau, oui. Pourquoi il ne tourne pas autour de I? Bah si, il tourne autour de I. Oui, en fait, il est dans... C'est celui qui est créé par ce I-là. Ah, ok. D'accord. Par contre, ici, c'est celui créé par celui-là, et du coup, là, il ressort. Et c'est ça qui fait que... Je ne sais pas comment on pourrait avoir un champ qui... Oui, non. Le champ créé par ce fil-là, il n'est pas défini sur le fil lui-même. C'est toujours le problème de... On peut le définir ailleurs, mais sur lui-même, il tendrait vers l'infini. Enfin, en fait, ça n'a pas de sens. Enfin, il tend vers l'infini, mais il y a un moment, on finit par voir que c'est plus juste un fil et que ça a une structure. Et du coup, il faut... peut-être, on le fera, ça, peut-être, le champ créé par une densité de courant uniforme. Peut-être on le fera, ça. Ouais, peut-être. What time is it? Au secours. Bon. Oh là là. On fait peut-être l'exercice sur les féoles. Alors. Les féoles. Un des exos que je vous ai distribués. Ou alors on fait un peu d'énergie. Non, continuons les féoles comme ça. C'est un peu la suite. J'espérais avoir fait tout ça en une demi-heure, mais j'étais un peu optimiste. Vous l'avez, les féoles? Bien. Est-ce que vous avez... Non, vous avez ça, vous les énoncés? Si, vous en piquez un alors. Je veux bien partager. Ok. Alors, c'est l'exercice 4 de la première feuille. Enfin, de toute façon, après, les numéros suivent. Donc, l'exercice 4, ça, c'est plus que classique. Hein. Vous voyez d'ailleurs que c'est un extrait de... Enfin, c'est adapté d'un CAPES 2006. Alors, vous avez tous manipulé des sondes à effet Hall? Oui? Non? En TP? Non? Bon, mais vous le ferez, je pense, au moins au deuxième semestre. Non? Bon, alors, il faut savoir que on peut mesurer le champ magnétique grâce à une sonde à effet Hall qui fonctionne, comme on va le voir tout de suite. Alors, allons-y. La figure ci-dessus, en fait, c'est ci à côté, représente une plaquette parallélépipédique de semi-conducteurs dont les dimensions sont L égale 8 mm, B égale 5 mm et H égale 10 micromètres. Alors, je vais la représenter.
Donc ça c'est très important hein, conceptuellement et d'un point de vue pratique aussi. Donc un parallélépipède constitué d'un matériau semi-conducteur. Vous avez donc une longueur grand L. Alors c'est pas à l'échelle, vous allez le voir tout de suite, puisque grand L ça va être 8 mm. B, c'est cette dimension-ci. Et ça va être 5 mm. Et la troisième dimension, c'est H. Et ça, c'est 10 micromètres. OK ? L'espace est rapporté à un repère cartésien O, UX, UY, UZ. Alors, ils sont comment? Donc, on a UX comme ceci, UY comme ceci et UZ comme ça. D'accord? Donc, cette face-là est dans le plan, enfin est parallèle à OXZ, celle-ci est parallèle à OYZ, etc. La plaque, enfin la plaquette, ce petit parallélépipède, est parcourue par un courant continu d'intensité I uniformément réparti avec la densité surfacique J égale... alors pardon, c'est pas une densité surfacique, c'est une densité volumique ici. Excusez-moi, corrigez sur l'énoncé, c'est la densité volumique. Je vous le corrige aussi. Densité volumique, J égale JUX. Donc on a une densité de courant comme ceci qui parcourt la plaque. Le long de l'axe X. Okay. Cette plaquette est placée dans un champ magnétique uniforme extérieur B égale B UZ. Donc on a un champ uniforme B égale B UZ, dirigé donc suivant l'axe Z. On négligera le champ magnétique créé par le courant I traversant la plaque. Oui, alors, parce qu'effectivement, dès lors que vous avez un courant I, ce courant crée un champ. Juste, on le néglige par rapport au champ B extérieur. Il y a effectivement un champ créé par I, mais il est petit, donc on l'oublie. Enfin, il est petit par rapport au champ B qu'on applique de l'extérieur, qui va être le champ qu'on va chercher à mesurer, en fait. Alors, dans le matériau constituant la plaque semi-conductrice, les porteurs de charge ont une charge Q, une masse M et une densité volumique petit n. Alors, les porteurs de charge ont une charge Q, une masse M et une densité volumique petit n. Donc, ce petit n, donc Q, c'est des coulombs. M, c'est des kilos, et N, c'est des par mètre cube. C'est combien il y a de charge, combien il y a de porteurs de charge par mètre cube. Exprimer la vitesse de ces porteurs de charge en fonction de J, N et Q. Alors ça doit vous prendre un quart de seconde au CAPES. Premièrement, ah, ça y est, là, vous l'avez déjà. À peine vous avez lu la question, vous avez la réponse. J est égal à ρV. Ρ, c'est la densité de charge, donc c'est le nombre de, c'est
la charge par unité de volume, donc c'est N fois Q. Le J, c'est NQV. D'accord? On vous... Maintenant, c'est combien il y a de porteurs de charge par unité de volume. Et chaque porteur de charge porte la charge Q. Donc la densité de charge, c'est bien N fois Q. Donc J, c'est NQV. Par conséquent, on vous demande V, connaissant J, N et Q, donc V égale J sur NQ. Quand je disais un quart de seconde, j'étais optimiste, plutôt un huitième de seconde. D'accord? V égale J sur NQ. Donc J égale NQV. Ça, il faut vraiment pas perdre de temps sur ce genre de questions. Deuxièmement, montrer qu'en présence du champ magnétique B, celui-ci, il apparaît dans la plaquette un champ électrique E, dit champ de Hall, tel que, et on nous donne la valeur du champ E, indiquer brièvement et qualitativement pourquoi un tel champ apparaît. Bon, alors ça, si vous n'avez jamais vu l'effet Hall, il faut réfléchir 2 minutes. L'idée, évidemment, dans un exercice de CAPES comme celui-ci, c'est que vous connaissez déjà l'effet Hall et il faut juste restituer ce que vous avez compris. Alors, on va le faire ensemble. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un champ B qui est appliqué de l'extérieur à cette plaquette parcourue par un courant comme ceci? Donc, on a vu qu'il y avait des charges, des porteurs de charge, Q, animés d'une vitesse V, qui constitue un courant J. À partir du moment où vous avez des charges en mouvement, elles subissent, dans un champ magnétique, une force, F égale QV vectoriel B. Chaque charge individuelle qui se déplace là-dedans, à la vitesse V en l'occurrence, subit cette force-là. Alors voyons un peu comment elle est cette force. F égale QV vectoriel B. Alors si Q est positif, QV vectoriel B, ça fait une force comme ceci. Donc si Q est positif, je l'ai mis en vert. Si Q est positif, sa vitesse est comme ceci, il y a une force qui va le pousser vers la droite. Donc les charges positives vont être déviées vers la droite par rapport à leur sens de déplacement dans cette géométrie-là, dans cette configuration-là. Si c'est des charges moins, par contre, QV vectoriel B, V vectoriel B c'est toujours le même vecteur, mais Q étant négatif, maintenant, en fait, si vous avez des charges moins qui se déplacent, elles vont plutôt elles vont être déviées vers la gauche, dans leur sens de déplacement. Vous allez avoir des charges moins. Alors, en général, vous n'avez qu'un seul type de porteur de charge, mais pas toujours, qui est dans un semi-conducteur, mais peu importe. En tout cas, admettons qu'on n'ait que des charges plus qui se déplacent. Si les charges plus vont là, du coup, les plus d'ici vont repousser les plus. Donc, l'accumulation de plus ici va créer... Alors d'abord, on peut dire que ça va créer un déficit de charges plus ici, donc ça va faire des charges moins. En tout cas, si vous accumulez des charges plus ici, vous allez avoir un champ électrique créé par le fait que là, vous avez plein de charges plus. Donc, ça va repousser des charges plus. D'accord? Si on démarre avec la situation où il y a des charges qui arrivent comme ça, du fait de ce champ magnétique, les charges vont aller par là. Enfin, les charges plus, admettons que ce soit des plus. Du coup, s'il y a des charges plus là, les suivantes qui arrivent, oui, elles vont être déviées par là à cause du champ magnétique, mais il y a ces charges plus là qui vont les repousser. En régime permanent, les charges vont traverser tout droit, parce que l'accumulation de charges plus ici va créer un champ E, comme ceci, qui va s'opposer à la force magnétique.
tant que... Vous voyez l'idée? Tant que... Alors, je vais le grossir. Je vais faire une vue de face, en fait. Je vais faire une vue de face. Donc, je le regarde d'ici, ok? Donc, j'ai des particules qui viennent vers moi, là, à la vitesse v. Charge Q positive. Donc, j'ai le champ B vers le haut. V vectoriel B, ça fait une force par là. Du coup, je vais avoir des charges plus qui vont s'accumuler ici. Et puis, soit des charges moins là, soit pas de charge particulière. En tout cas, je vais avoir ici un potentiel plus élevé que là. Je vais donc avoir, je vais quand même mettre des charges moins là, mais peu importe. Le point clé, c'est que vous allez avoir un champ électrique du plus vers le moins. Vous avez maintenant un espèce de condensateur ici avec des charges plus là, des charges moins là, qui vont faire un champ électrique comme ceci. Ce champ électrique va agir sur les charges. Va créer une force électrique QE, ce champ E. Donc, chaque charge qui traverse la plaquette est soumise à deux forces en réalité. On oublie le poids toujours, hein, c'est le point négligeable. Est soumise à deux forces, la force magnétique qui l'envoie par là-bas et la force électrique qui, au contraire, l'empêche d'aller par là, qui l'envoie de l'autre côté. Eh bien, la clé de l'effet Hall, c'est que une fois que vous avez établi le régime permanent, ces deux forces se compensent exactement. Ce qui fait que les électrons ou les porteurs de charge, les trous, c'est un fil conducteur, vont tout droit. Pourquoi? Alors pourquoi l'équilibre, ça se compense exactement? Ben, c'est très simple. Soit la force magnétique l'emporte sur la force électrique, et donc les charges vont continuer à s'accumuler, ce qui va faire augmenter le champ électrique. Donc tant que le champ électrique n'est pas suffisant pour empêcher les charges plus de dévier à droite, eh bien elles dévient à droite. Et donc elles augmentent la charge sur la face droite de la plaquette. Donc je répète, tant que le champ E n'est pas suffisant pour empêcher l'accumulation des charges, eh bien l'accumulation des charges se produit. Et du coup le champ E augmente. Donc le champ E va augmenter jusqu'à ce qu'il soit suffisant pour empêcher qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Et il sera suffisant pour empêcher qu'il y en ait d'autres qui arrivent quand ils seront égaux. D'accord? Il démarre à 0, ce champ E, puisqu'au début, il n'y a pas de charge sur la plaque de droite. Et comme il n'y a pas de charge, comme le champ est nul au début, eh bien, il y a une accumulation de charge, et ça s'accumule jusqu'à ce que ça cesse de s'accumuler, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de déviation vers la droite. Donc il n'y a plus de déviation vers la droite, dès lors que ça est exactement égal à la force magnétique subie par les particules, pour la compenser. Donc un équilibre la force électrique, ça je vais appeler celle-là mag, la force électrique plus la force magnétique va être égale à 0. Si c'était plus grand, alors si c'était plus petit, enfin ça dépend dans quel sens. Si la résultante des forces était vers la droite, ça augmenterait encore les charges, donc ça augmenterait le champ E. Si c'était l'inverse, mais ça ne se produira pas, à ce moment-là, ça dévierait les charges plus par là, du coup ça diminuerait la force électrique, et en tout cas, à l'équilibre, ce serait toujours égal à ça. Donc le régime qui s'établit est celui-ci. Voilà pourquoi il apparaît un champ électrique, E, tel que ça plus ça égale 0, c'est-à-dire que le champ électrique qui apparaît, qui s'appelle le champ électrique de Hall, parce que cet effet s'appelle l'effet Hall, Monsieur Hall, ça va être égal exactement à moins V vectoriel V. Voilà le champ de Hall qui apparaît dans la plaquette dès lors que vous faites circuler des charges dedans.
Évidemment, s'il n'y a pas de charge qui circule, il n'apparaîtra pas de champ E, parce qu'il n'y aura aucune particule qui seront déviées, il n'y aura aucune accumulation de charge ici. Donc si le courant est nul, il ne va rien se passer. Mais si vous faites passer un courant, alors il va apparaître un champ E tel que E égale moins V, vectoriel V. Et comme V est relié à la densité de courant, et que la densité de courant est reliée au courant, si vous mesurez le champ, si vous savez combien il y a de charges qui peuvent se déplacer dans le conducteur, parce que vous l'avez calibré une fois pour toutes, vous mesurez le courant, vous savez donc quelle est la vitesse des charges. Si vous savez la vitesse des charges, vous mesurez le champ E, et ça c'est juste, vous mesurez une tension, avec un voltmètre, et vous en déduisez B. C'est ça le principe de la sonde à effet Hall. Vous connaissez le courant que vous mettez que vous faites passer dans la sonde, vous mettez un petit générateur, vous faites passer un courant que vous connaissez, ou bien vous le mesurez. Vous connaissez le courant, vous en déduisez la vitesse des porteurs de charge, et du coup, en mesurant E, vous avez B. Pas bête. Ça s'appelle une sonde à effet Hall. Et vous pouvez le faire sur une petite plaquette comme ça, vous allez sonder le champ magnétique. Vous faites passer un petit courant et vous mesurez, avec un petit voltmètre standard, vous mesurez la tension entre là, et vous en déduisez la valeur du champ B orthogonale à cette plaque. Vous pouvez tourner la plaque pour avoir les différentes composantes du champ B. Ou bien vous faites passer un coup de courant comme ça, un coup comme ça, et vous allez mesurer votre composante avec la différence qui apparaît, la différence de potentiel qui apparaît entre ces deux faces-là. Enfin bref, vous faites comme vous voulez, mais le principe est là. Vous obtenez la mesure de B à partir de la mesure de cette tension de Hall, enfin de la tension associée au champ de Hall. Et donc maintenant on va mettre les nombres là-dessus, mais le problème est fini. C'est l'effet Hall, cet effet Hall là que vous devez bien comprendre, et ensuite vous vous laisserez guider par les exercices comme on va le faire tout de suite. Ok, donc montrer qu'en présence de champ B, il apparaît dans la plaquette un champ électrique E dit champ de Hall, que voici. Alors oui, ils nous disent J sur NQV, donc sur NQ, donc c'est bien ça. On a la bonne réponse. Indiquer brièvement et qualitativement pourquoi un tel champ apparaît, donc c'est ce que je disais, voilà. Tant qu'il n'y a pas ce champ, les charges s'accumulent et donc créent un champ de plus en plus grand, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment grand pour empêcher les nouvelles charges d'arriver. Auquel cas, ça s'arrête là et le champ vaut ça. OK ? Alors, calculer la différence de potentiel de Hall, VA' moins VA, sachant que A' c'est ici, c'est cette face-là, et A c'est cette face-là. Ok. C'était troisièmement, c'est ça? Non. Si. Ah, pardon. Exprimer les composantes de E dans le repère. Alors, E, donc on a dit que c'était moins J sur NQ vectoriel B. Alors, J c'est J, NQ c'est NQ, B c'est B. Et alors les composantes c'est donc J vectoriel B et c'est moins ça, donc ça va être suivant UY et ça vaudra donc J, tous les vecteurs sont orthogonaux, donc le sinus vaut 1, donc ça fait JB sur NQ UY. Voilà le champ E. Quatrièmement, calculer la différence de potentiel de Hall, V de A' moins V de A. Les charges plus sont là, les charges moins sont là, donc cette différence de potentiel va être positive. Et ça vaut, par définition, ça vaut la somme de A à A' de dV. Et dV, c'est moins gradient de E. Enfin, moins gradient de V scalaire dl, et donc moins E scalaire dl. Donc ça, c'est moins somme de A à A' de E scalaire dl. Et donc, E étant ceci, ça fait moins JB sur NQ
UY, oui, entre A', c'est ça. Donc ça, c'est Y de A' moins Y de A. Hein, d'accord. Ça, c'est DY, UY. Et ça, c'est ça. Donc finalement, ça, c'est moins B, avec le sigma ici, ça fait donc potentiel JB petit b sur NQ. Et voilà. Calculer un qui va montrer qu'elle peut se mettre sous la forme KBI sur H. Ah, alors maintenant on va réintroduire le courant I. Alors le courant I, que vaut le courant I par rapport à J? C'est J fois la surface de tout ça. Et cette surface c'est H fois B. Donc on a I égale JHB. Donc je remplace J par I sur HB et j'obtiens U égale, j'ai dit que J c'était I sur HB, donc ça fait I B sur NHQ. Right? Et on nous demande... Non? Non, c'est bon. Et on nous demande KBI sur H, c'est une erreur, c'est grand B bien sûr. Décidément, ça fait deux erreurs. C'est bien sûr K grand B I sur H. La tension est proportionnelle à B. Donc ça fait KBI sur H avec K égale, je vais le mettre là-bas. K c'est simplement 1 sur NQ du coup. Voilà. Donc c'est proportionnel au courant qu'on fait passer, c'est proportionnel à B et c'est inversement proportionnel à H. Donc plus le champ magnétique sera grand, si on fixe I et qu'on le connaît, plus la tension sera grande. Il suffit de mesurer U pour mesurer B, à condition de connaître K, c'est-à-dire de connaître N fois Q, ou l'équivalent de N fois Q dans le matériau en question. Mais ça se mesure une fois pour toutes à partir de champ B calibré. Donc vous calibrez votre sonde à effet Hall et après vous pouvez mesurer n'importe quel champ B. En tout cas la composante orthogonale au courant ici. Et à la plaque. Montrer qu'elle peut... Ok. 5. Justifier l'intérêt de l'effet Hall dans la mesure des valeurs des champs magnétiques. Ok, c'est fait. 6. Application numérique. Alors, on va essayer de mettre des valeurs là-dessus quand même. Quelque chose d'un peu raisonnable. 6. Alors, on nous dit que K, c'est 3, 10-4, 3.0, 10-4, mètres cubes par coulomb. Et I égale 0,20 ampères. Donc 200 milliampères. Calculer la sensibilité du capteur U sur B, ainsi que la densité volumique de porteurs libres
petit n. Alors la sensibilité, on nous dit que c'est U sur B. Hein, c'est effectivement le rapport entre ce qu'on mesure et ce qu'on cherche à déterminer. On cherche B en mesurant en mesurant U. Donc la sensibilité, c'est U sur B. Et donc ça vaut KI sur H. Donc ça fait, alors 3 10 moins 4 fois 0,2 divisé par H, c'était 10 microns, donc 10 moins 5. Donc ça fait 6, 10 moins, ça fait 6. Alors c'est des 6 quoi? C'est des volts par Tesla. D'accord? Si on ne s'est pas trompé. C'est ça? Alors maintenant on veut la densité volumique des porteurs libres petit n. Eh bien, on avait K qui vaut 1 sur NQ. Les porteurs de charge vont avoir la charge élémentaire, que ce soit des trous ou des électrons dans le semi-conducteur. Donc N, c'est 1 sur KQ. Alors K, on nous a dit que c'était ça. Q, c'est 1.6 10 moins 19. Donc ça fait 1 sur 3 fois 1.6. Donc 3 10 moins 4, moins 4 moins 19, ça fait moins 23. Oui. Donc ça fait 1 sur 4,8, c'est-à-dire, allez, 1 sur 5, ça ferait 0,2. 0,2 10 23, donc 2 10 22. Par centimètre cube. Par mètre cube, pardon. Alors, ça vous paraît beaucoup, ça? On nous demande de commenter ou pas? Non, mais on va commenter un peu quand même. Ça vous paraît beaucoup, ça? C'est pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup parce que s'il y en avait un par mol, s'il y en avait un par atome, pardon, du coup il y en aurait 6, 10, 23 par mol. Donc là, il n'y en a même pas ça par mètre cube. Dans un mètre cube, il y a plus d'une mol. D'accord ? Donc il y a très peu en fait de porteurs libres par atome, en l'occurrence. On nous demande l'intérêt d'utiliser un semi-conducteur plutôt qu'un conducteur. Justement, un semi-conducteur va avoir peu de porteurs de charge, et alors c'est bien ça d'en avoir peu. Si on a n qui est petit, du coup on a K qui est grand, et K c'est directement la sensibilité. Enfin, fois I sur... Disons, si K est plus grand, la sensibilité va être plus grande. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mesurer des petites valeurs de B avec une tension raisonnable. Hein, vous voyez que si vous avez un champ B, mettons, qui vaut 1 micro-Tesla, allez, 10-6 Tesla, là, ça va vous faire 6 microvolts. Ce qui est déjà pas énorme. Un micro-Tesla, c'est pas si ridicule que ça. Disons, oui, prenons le champ magnétique terrestre, 2-10-5, voilà, typiquement, champ magnétique terrestre, 2-10-5, enfin la composante horizontale, 2-10-5 Tesla. Donc vous voyez que ça va vous faire une tension de Hall dans ce dispositif de 1.2, 10-4, donc 0,12 millivolts. Si vous aviez un conducteur, genre du cuivre, avec grosso modo un électron par atome, mais vous auriez des ordres de grandeur n, des ordres de grandeur plus grands, d'accord? Vous en auriez un par atome et pas, enfin, vous en auriez 6, 10, 23 par mol. Alors par mètre cube, vous en auriez 10 puissance beaucoup.
Et du coup, vous auriez un U qui serait complètement négligeable. Donc, très difficile à... Il faudrait un champ B colossal pour que le U soit un temps soit peu notable. Donc voilà pourquoi on utilise un matériau qui a très peu de porteurs de charge susceptibles de se déplacer. En gros, ça veut dire que pour un même courant, je vous rappelle que le courant, enfin, la densité de courant, c'est NQV. Pour un même courant, si N est petit, et Q c'est la charge élémentaire, vous avez un V beaucoup plus grand. Et donc, la vitesse va être très grande, et donc la force magnétique va être très grande. Ou si vous voulez, le champ E, qui était, vous vous rappelez le champ E qui était moins V vectoriel B, la vitesse étant grande, la force magnétique est grande, et donc pour la contrebalancer, il faut un champ électrique fort. Et ce champ électrique fort donne une forte différence de potentiel que vous pouvez donc mesurer. Donc vous avez intérêt à avoir peu de charges. Pour un même courant, il vaut mieux peu de charges qui vont très vite, parce que ça fait une grande force magnétique et donc une grande force électrique, et donc enfin un grand champ électrique, plutôt que plein de charges qui vont à 2 à l'heure et qui subissent quasiment aucune force et qui sont contrebalancées par un tout petit champ électrique que vous ne pourrez jamais mesurer. Yes?